Nous allons traiter aujourd'hui du phénomène urbain dans la France d'Ancien Régime, c'est-à-dire entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Il faut évidemment avoir à l'esprit que ce que l'on appelle une ville à cette époque-là ne correspond pas à une ville d'aujourd'hui. Alors mon propos, pour éclaircir les choses, se fera en deux temps. Dans un premier temps, il va s'agir de définir ce que c'est qu'une ville sous l'Ancien Régime en France. Et dans un deuxième temps, je vais étudier les structures sociales urbaines du XVIe au XVIIIe siècle. Donc je commence, premier point, par la définition de ce que c'est qu'une ville sous l'Ancien Régime. Alors, tout d'abord, il y a le problème quantitatif. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, aujourd'hui, une ville se distingue d'un village par le nombre d'habitants. En fait, ce critère n'est pas correct, parce qu'une ville se définit avant tout par ses fonctions. Tout d'abord, sous l'Ancien Régime, les grandes villes étaient rares. La plupart des villes, de ce qu'on appelle les villes moyennes, et même les grosses villes, elles font entre 20 000 et 50 000 habitants grand maximum. Elles sont rares. Il n'y a qu'une grande ville en France, et c'est toujours le cas d'ailleurs à l'heure actuelle, c'est Paris. C'est vraiment une ville gigantesque pour l'époque. Et ça remonte d'ailleurs au XIIIe siècle, à l'époque de Saint-Louis donc. À l'époque de Louis XIV, il y a à Paris un demi-million d'habitants, donc au XVIIe siècle, 500 000 habitants. À la veille de la Révolution française, donc à la fin du XVIIIe siècle, il faut compter qu'à Paris, il y a 600, voire au maximum 700 000 habitants. C'est une ville très très importante à l'époque. Maintenant, il faut voir la part du nombre d'habitants qui vivent dans les villes par rapport à la population totale. À l'époque de Louis XIV, je prends d'ailleurs ici le titre d'un des livres de Pierre Goubert, un des grands historiens d'Ancien Régime, il y a approximativement 20 millions d'habitants. Il écrit un livre qui s'appelle effectivement Louis XIV et 20 millions de Français. À la Révolution française, après une croissance importante de la population au XVIIIe siècle, on aurait au maximum 28 millions d'habitants. La proportion de citadins par rapport aux habitants des campagnes est de 85% de paysans par rapport à 15% de citadins. Et à la veille de la Révolution française, on atteint difficilement 20% de citadins par rapport à 80% du ruraux. Voilà pour vous donner un ordre de grandeur. C'est au XIXe siècle que, progressivement, dans le cadre de la révolution industrielle, que cette proportion va être modifiée sensiblement. Mais encore, à
à la veille du premier conflit mondial, en 1914, la moitié de la population française est encore composée de campagnards, gens qui vivent à la campagne. Voilà pour les chiffres. Donc je note au tableau, petit 1, aspect quantitatif. Aspect au pluriel. On a vu donc d'une part là le nombre d'habitants en moyenne que l'on trouve dans les villes justement moyennes en France. Donc ça c'est le nombre d'habitants dans les villes. Par ville. Et d'autre part la proportion ruraux-citadins dans le pays, dans le Royaume de France. Donc vous retenez 15% pour les citadins, 85% pour les habitants des campagnes. 2 maintenant. Une ville se définit essentiellement non pas par son critère démographique, mais se définit à cette époque-là, je dis bien, essentiellement par des éléments, des critères politico, je dirais, juridiques. Tout d'abord, une ville se définit, physiquement parlant, par l'existence de remparts, de murailles. Alors ces murailles ont eu un aspect défensif important jusqu'au milieu du XVIIe siècle, date à laquelle ces murailles vont être démantelées, détruites. En effet, loin d'être un élément positif pour la monarchie, eh bien ces murailles constituent une menace pour l'autorité centrale, puisque l'on trouve à l'intérieur de ces remparts des partis. Quand on parle de partis à cette époque-là, c'est pas des partis politiques au sens où nous l'entendons maintenant, mais c'est des partis de nobles, des partis de protestants, qui peuvent s'y réfugier, éventuellement menacer le pouvoir royal. Ça s'était passé dans la deuxième moitié du XVIe siècle, à l'époque des guerres de religion, et encore dans le premier tiers du XVIIe siècle, il y a eu également des tentatives de ce genre. On peut même aller jusqu'à la Fronde au milieu du XVIIe siècle. Mais même lorsque ces murailles seront démantelées, il n'en demeure pas moins que le périmètre qu'elles délimitent marque la différence entre les habitants de la ville et les habitants de la campagne. Le fait de passer ce périmètre vous assujettit à un autre droit. Il y a une expression qui remonte au Moyen-Âge, c'est que l'air de la ville rend libre. Mais il faut savoir aussi que les murailles, tant qu'elles ont existé, ont déterminé également l'urbanisme de la ville. Les paroisses qui se trouvent à l'intérieur des remparts sont plus petites, les bâtiments sont plus serrés. Et dès que l'on quitte les remparts, eh bien là, au contraire, les paroisses
ont une surface plus importante. Il faut savoir aussi que la juridiction de la ville peut s'étendre à ce que l'on appelle la banlieue, ou les faubourgs, qui étymologiquement signifie la banlieue, c'est l'endroit, puisque le lieu c'est l'endroit, qui dépend du ban, BAN, de la ville. Le ban, c'est-à-dire le pouvoir. Alors, on va voir maintenant quels sont les privilèges des habitants d'une ville. Donc, dans un premier temps, on a vu en quoi, physiquement, ressemble une ville. C'est donc un espace entouré de murailles, et les habitants qui se trouvent à l'intérieur de ces murailles, même si celles-ci ont été détruites, ils ont été remplacés par des boulevards circulaires, parce que boulevard, étymologiquement, ça veut dire l'endroit où l'on marche au-dessus des murailles, et puis qu'une fois qu'elles ont été détruites, eh bien c'est l'endroit qui remplace les murailles. C'est ça un boulevard. Ici, nous sommes dans la ville de Nivelles, nous sommes en Belgique, mais enfin la structure des villes est semblable à celle du Royaume de France ou l'Ancien Régime. Eh bien, vous savez qu'il y a des boulevards dans le centre. Nous croyons que c'est le centre, mais à l'époque, c'était l'extérieur de la ville. Avant de rentrer dans la rue Saint-Georges ou la rue du Géant, pour aller vers le centre, vous avez le boulevard Fleur de Lys que j'évoquais juste avant de commencer ce cours ici. Et quand vous êtes sur la place de l'Alieu, avant de remonter la rue Saint-Georges, vous avez les remparts, justement. On voit les remparts, je crois qu'on a déjà fait une visite ensemble, on voit les remparts. Bon. Voilà, donc ça c'est physiquement. Maintenant, on va voir qu'une ville, comme dans le cadre de toute la société d'Ancien Régime d'ailleurs, une ville est un endroit où il y a des privilèges particuliers. Alors, c'est quoi étymologiquement des privilèges? Eh bien, dans le mot privilège, vous avez deux parties. Lège, ça vient d'un mot latin qui veut dire les lois, leges. Ça s'écrit de la même manière, sauf qu'il n'y a pas d'accent grave, leges. Lex, c'est la loi, et au pluriel, ça se dit leges. Et privi, vous savez d'où ça vient, c'est privae en latin, ça veut dire privé. Donc ça veut dire que les gens qui sont privilégiés, ce sont des gens qui ont des lois privées, c'est-à-dire distinctes des autres habitants. Et toute la société d'Ancien Régime est une société de privilégiés quelque part. Mais il y en a qui sont privilégiés dans le sens positif, c'est-à-dire qui sont exempts d'impôts, par exemple, et il y en a d'autres qui subissent des lois qui sont différentes des autres, mais qui payent beaucoup plus d'impôts, donc eux aussi, ce sont des privilégiés, mais pas dans le sens où nous l'entendons à l'heure actuelle avec une connotation morale. Donc même un paysan est aussi un privilégié, mais dans le sens négatif, puisqu'il n'est pas soumis à la loi commune, qui est celle qui va être installée au moment de la Révolution française, lors du passage à la monarchie constitutionnelle et après à la République. Ça va? Il n'y a pas égalité devant la loi, c'est ça que ça veut dire. Alors, dans une ville, et ça remonte au Moyen-Âge, des privilèges ont été accordés par les princes territoriaux. Les princes territoriaux, ce sont des ducs, des comtes, par exemple, qui, sur le territoire qu'ils dominent, eh bien, disposent de droits régaliens. Le droit de frapper la monnaie, le droit d'avoir une armée, le droit de rendre la justice, la haute justice en particulier. Quand je dis le droit, ce sont des droits qui se sont arrogés, bien entendu, et que la monarchie va progressivement essayer de récupérer. Ce sera tout le travail des rois de France, depuis le XIIe, XIIIe, XIVe siècle, et
puis ça va connaître son apogée, évidemment, à l'époque de Louis XIV. C'est pour ça qu'on parle de monarchie absolue à ce moment-là. C'est-à-dire une monarchie qui est détachée, littéralement, absolue. Ça veut dire détachée, ça veut dire qu'il ne dépend de personne, sinon de Dieu. Voilà. Alors, dès le XIIe siècle, déjà même à la fin du XIe siècle, en Belgique, je pense à la charte de Louis, de 1066, mais surtout au XIIe siècle, des chartes de franchise, ça veut dire de liberté, littéralement. Vous connaissez le mot franchise, ne fût-ce que par les assurances. Quand vous avez une franchise, ça veut dire que c'est la somme que l'assureur ne va pas payer. C'est le début, je dirais, hélas pour vous, de l'absence de remboursement. Très bien. Donc, des franchises, des chartes de liberté vont être accordées par les seigneurs territoriaux à des villes, aux villes en général, qui leur accordent des droits particuliers. En particulier, le droit de pouvoir s'administrer elle-même, dans le cadre de ce qu'on appelle les communes. Ça, c'est un mot que vous devez bien connaître, commune. Et qui administre ces villes depuis le Moyen-Âge? Eh bien, c'est un échevinage. Ce mot est resté dans notre droit. En Belgique, on parle toujours d'échevin, on parle du bourgmestre et de ses échevins. En France, le mot a disparu. On parle d'un maire et on parle de ses adjoints. Les adjoints du maire sont l'équivalent des échevins chez nous. Mais nous avons conservé en Belgique cette terminologie médiévale. Là-bas, le bourgmestre en Belgique, c'est le maître du bourg. Le maire en France, littéralement, étymologiquement, ça veut dire le meilleur, le plus grand, plus exactement, parmi ses concitoyens, ça n'a pas de sens, c'est les habitants de la ville à cette époque-là. Il n'y a pas de citoyens, évidemment, avant 1780. Donc, dans les villes, il y a un échevinage qui a pour fonction d'administrer la ville, mais les fonctions d'échevinage est à la fois, sont des fonctions administratives, politiques et judiciaires, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Nous vivons, comme vous savez, dans un système de séparation des pouvoirs. À cette époque-là, ce n'est pas le cas. L'échevinage. Alors, les échevins, ils ne sont pas choisis par l'ensemble de la population, c'est un système très élitiste. Les échevins sont choisis par les notables, c'est-à-dire les gens qui ont des sous, les gens qui ont de l'argent, qui ont de la fortune. Et ils sont choisis également par les chefs de corps de métier. Ce que l'on appelle, c'est un anachronisme, parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas de corporation. À l'heure actuelle, on dit les chefs de corporation. Mais à cette époque-là, on ne parle pas de corporation, on parle de corps de métier. Remarquez que le terme corps de métier, on l'utilise toujours à l'heure actuelle, quand on construit un bâtiment, on dit qu'on fait appel au corps de métier. Les menuisiers, plombiers, électriciens, tout ce que vous voulez. On parle de corps de métier à cette époque-là. Alors, ils ont donc d'abord l'échevinage à des fonctions politiques, c'est-à-dire administrer la ville, bien entendu. Il a des fonctions également, même militaires. Donc, une fonction politique, une fonction militaire. La fonction militaire, c'est le cas échéant, en tout cas, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, est de réparer les remparts. Par exemple, j'ai dit qu'après 1650, en gros, ils sont complètement démantelés dans le cadre de la politique de la monarchie absolue. Alors, vous avez également des fonctions financières. Alors, dans le domaine des finances, il y a des recettes et il y a des dépenses.
Les dépenses, c'est entre autres gérer une ville. Donc, gérer une ville, c'est quoi sous le pan de la dépense? Ben, c'est s'occuper de la voirie. C'est s'occuper également des nécessiteux, parce que ce sont les villes qui sont chargées de l'assistance aux pauvres. Autrement dit, elles ont une fonction qui existe toujours dans les communes, ce qu'en Belgique on appelle maintenant le CPAS, c'est-à-dire le Centre public d'aide sociale. En France, maintenant, ça s'appelle l'ADAS, la Direction départementale de l'assistance sociale. Et donc, ben, vous comprenez bien que c'est pas... Bon, évidemment, il y a un souci de compassion et de charité qui est propre à l'esprit chrétien, mais c'est surtout aussi pour éviter des révoltes. Hein. Il y a une nécessité sociale de secourir les malheureux, parce qu'il y a eu, et je vous en parlerai quand il sera question, quand je vous montrerai la bibliographie tout à l'heure, il y a eu des révoltes importantes, des rébellions, à la campagne, mais aussi dans les villes, pendant l'époque moderne, du XVIe au XVIIIe siècle, surtout au XVIIe siècle d'ailleurs. À côté de toutes les dépenses logiques d'une ville, je vais expliquer, je vais signaler 2 postes de dépenses, mais il y en a d'autres. Hein. Il faut payer les juges, il faut payer les gardes de la ville. Hein. Vous savez, ceux qui disent dormez bonnes gens, il n'y a pas, et ils vous réveillent d'ailleurs toutes les demi-heures pour vous dire qu'il n'y a pas, tout va bien et ne parvenez pas à dormir. Hein. Voilà. Alors, à côté de ça, il faut des recettes. Donc là, c'est des dépenses, il faut des recettes. On les dépenses, les recettes, elles proviennent d'où? Tout d'abord, quand vous entrez dans une ville, vous payez un droit d'octroi. Donc, dès que vous arrivez avec des marchandises, obligatoirement, vous avez des droits à l'importation. Dès que vous franchissez les portes de la ville, qu'il y ait ou qu'il n'y ait plus de murailles d'ailleurs. Si les murailles ont été rasées, eh bien, il y a quand même des passages. Si vous allez à Bruxelles, je fais référence à Bruxelles, je pourrais faire référence aussi à Paris, hein, par exemple l'enceinte des fermiers généraux du XVIIIe siècle, mais si vous prenez le cas de Bruxelles, précisément, parce qu'il y a eu plusieurs enceintes à Paris, il y en a eu 2 à Bruxelles, hein, donc il y a celle de l'enceinte du XIIe siècle et celle du XIVe siècle. On prend l'enceinte du XIVe et XVe siècle à Bruxelles. Eh bien, vous aviez toutes des portes autour de la ville. Il en reste encore au moins un vestige, c'est la porte de Halle, hein, qui se trouve près de la gare du Midi, tout à fait au sud. Eh bien, c'était un lieu de passage où l'on percevait l'octroi, justement. C'est-à-dire un droit, une taxe à l'importation quand vous vouliez vendre sur le marché de Bruxelles des biens. Mais ces octrois ont tenu jusqu'au-delà de l'indépendance. Hein. Si vous allez plus à l'ouest de Bruxelles, à la porte d'Anderlecht, hein, au début de la chaussée de Mons, là aussi, il y a des bureaux d'octroi, et je ne me souviens plus de la date qui est indiquée en chiffres romains sur le bureau qui se trouve, le petit bâtiment qui se trouve là, mais ça doit être 1836 ou 1838, quelque chose comme ça. Donc à l'époque de Léopold Ier. Il y a encore un autre endroit, c'est quand vous allez au bout de l'avenue Louise, donc quand vous venez du palais de justice et que vous voulez juste rentrer dans le coin de la Cambre, eh bien il y a encore 2 bureaux d'octroi qui se trouvent là. Enfin, des bâtiments, des vestiges. Maintenant, ce sont des magasins, je crois, de vêtements qui se trouvent à cet endroit-là. Ça va? Bon. Alors, outre les droits d'octroi, la ville possédait également des biens immobiliers, des biens mobiliers, dont elle tirait des revenus. Il y avait des taxes et des amendes diverses. Par exemple, dans le domaine de la justice, eh bien, il fallait évidemment payer, et ça rentrait dans la caisse communale, si je puis dire, la caisse de la ville. Voilà. Donc, j'ai parlé de l'aspect politique, l'aspect militaire, l'aspect financier. Alors, il y a l'aspect judiciaire, bien sûr. Alors, depuis le Moyen-Âge,
l'échevinage s'est vu accorder à la suite d'un rapport de force, et parfois parce que ça intéressait le prince territorial, s'est vu octroyer un certain nombre de droits en matière juridictionnelle. C'est-à-dire que, eh bien, quand vous commettiez certains délits, par exemple, eh bien, vous passiez devant la justice urbaine et non pas devant la justice du prince territorial. Voilà. Alors, maintenant, une ville a également un autre aspect, et je vais passer au point 3 maintenant. Je vais écrire ici à droite. C'est qu'une ville est un lieu de concentration de toute une série de fonctions importantes. Fonction d'une ville, vous mettez que c'est un lieu de concentration voilà. Alors, je commence. Sur le plan politique et judiciaire, c'est dans les villes que l'on trouve des institutions de la monarchie, souvent en fonction de l'importance de la ville. Donc toute la hiérarchie politique, judiciaire de la monarchie se trouve dans les villes. Quand vous êtes dans une grosse ville, vous êtes en général à un niveau supérieur de la hiérarchie que dans une petite ville. Prenez le cas des circonscriptions judiciaires. Au niveau le plus élémentaire, à part la justice seigneuriale évidemment dans les villages, dans les petites villes, vous pouvez avoir le siège d'un bailliage dans le nord du royaume ou d'une sénéchaussée dans le sud du royaume. Dans les villes moyennes, vous pouvez avoir le siège d'un présidial, c'est-à-dire une cour de justice supérieure. Ces cours de justice supérieure ont été créées pour éviter l'engorgement des bailliages et des sénéchaussées. Et puis alors, au niveau supérieur, vous avez des cours souveraines ou des parlements, ce que nous appellerions des cours d'appel. Vous savez que sous l'Ancien Régime, le mot parlement, en France en tout cas, n'a pas la même signification que chez nous. Un parlement est une cour supérieure de justice, qui s'octroie d'ailleurs, qui s'est octroyé, ce que la monarchie absolue va essayer de supprimer, d'abolir, a également un pouvoir en matière législative. Mais la fonction d'un parlement est avant tout judiciaire. Il y a, si mes souvenirs sont bons, 6 parlements, il me semble, en France à cette époque-là. Le parlement qui a le plus grand ressort juridictionnel, c'est le parlement de Paris. Mais il y a des cours, des parlements également à Bordeaux, dont Montesquieu, au XVIIIe siècle, a été président, un des présidents. Il y a un parlement à Rennes, si mes souvenirs sont bons, il y en a un à Aix, il y en a donc à Saint-Anne. Alors évidemment, il y a des villes qui ont un caractère plus économique que d'autres, qui ont un caractère plus... Vous avez
une population qui relève davantage du monde judiciaire. Hein, je pense à Besançon, par exemple. Alors, outre cela, vous avez également, dans cette hiérarchie des villes, une pyramide, enfin, correspond à cette hiérarchie de villes, une pyramide qui correspond au degré d'importance dans les juridictions ecclésiastiques. Donc, le siège d'un évêché n'est jamais dans un village, mais il est dans une ville. Et le siège d'un archevêché n'est pas dans une petite ville, mais dans une grande ville. Pour nous, ça nous paraît aller de soi. Mais donc, dans l'imaginaire des gens de l'époque, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, une ville est un lieu de domination, puisque c'est là que l'on trouve le pouvoir politique, le pouvoir également ecclésiastique. Et vous savez que le clergé avait une importance très très importante, une importance très considérable à cette époque-là. Ça va? Donc je vais également dans le domaine de l'Église. Alors, une ville, et c'est logique, puisque vous y trouvez des membres des élites sur le plan judiciaire, sur le plan religieux, eh bien, vous trouvez dans les villes inévitablement une concentration d'institutions culturelles, puisque ce sont eux les clients, si je puis dire, les consommateurs de culture. Donc je note ici concentration sur le plan culturel. Alors, sur le plan culturel, vous avez d'une part la présence d'écoles, voire d'universités, pour former ces mêmes élites. Ça, c'est sur le plan éducationnel. Et puis, d'autre part, vous avez également des académies qui se développent au XVIIIe siècle, sur le modèle des académies qui ont été créées au XVIIe siècle par Richelieu ou par Colbert. L'Académie française, l'Académie des sciences et d'autres académies destinées à la gloire de Louis XIV, l'Académie des inscriptions à belles-lettres, l'Académie des beaux-arts. Ensuite, une ville est un lieu de domination économique. Les villes sont des lieux d'échange, des lieux de commerce. C'est dans les villes que vous trouvez des grandes foires et que vous trouvez des marchés importants. Ce n'est pas tellement un lieu de production, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Là, il faudra attendre plutôt le XIXe siècle. Nous sommes à l'ère pré-industrielle, ou proto-industrielle pour le XVIIIe siècle. Dans les villes, vous avez effectivement des corps de métier, donc ce que j'ai appelé tout à l'heure des corporations, même si le mot est impropre, puisqu'on ne l'utilise pas à cette époque-là. Mais ce que l'on fabrique dans les villes, en général, en gros, pas pour des grandes villes comme Lyon, bien entendu, mais est destiné à la consommation locale. Dans le domaine du textile, par exemple, ou même dans les débuts de la métallurgie, en général, on produit pour le grand commerce international, le textile est produit à la campagne. Ce sont des commanditaires qui habitent en ville, qui fournissent à des paysans qui sont à la campagne la laine qu'ils vont filer, et puis ce commanditaire vient rechercher le produit fini, et c'est lui qui va le commercialiser, bien entendu.
mais ce que nous appellerions des sous-traitants, les sous-traitants se trouvent à la campagne, ils ne se trouvent pas en ville. Alors, je vous ai dit, la ville est un lieu d'échange sur le plan commercial, mais également au niveau des informations. La presse, qui débute au XVIIe siècle et qui prend de plus en plus d'importance au XVIIIe siècle, la presse, logiquement, est produite en ville. Donc quand on cherche des informations, c'est en ville qu'il faut aller. Alors, nous avons vu ici des éléments qui nous permettent de définir ce que c'est qu'une ville. On a vu sur le plan démographique qu'une ville, effectivement, possède plus d'habitants qu'un village, ça c'est incontestable, mais que ce n'est pas le critère déterminant. Le critère déterminant, ce sont les privilèges juridiques dont dispose la ville. Dans une ville, vous avez un échevinage qui a des pouvoirs politiques, militaires, financiers et judiciaires, et qui font que les habitants d'une ville ne relèvent pas du même droit et sont privilégiés, en tout cas pour une partie d'entre eux, même ceux qui n'appartiennent pas à ces classes supérieures sont aussi privilégiés, mais certains, en tout cas une partie des habitants de la ville sont nettement privilégiés puisqu'ils ne sont pas soumis à une justice seigneuriale, beaucoup plus désavantageuse, également sur le plan politique. Et enfin, c'est qu'une ville se définit, outre ces aspects juridiques, par un certain nombre de fonctions. C'est dans les villes que se trouvent concentrés, c'est le mot le plus important ici, les pouvoirs de domination qui font que les paysans de la campagne, les habitants de la campagne, sont dans une situation de dépendance par rapport à la ville. Quand on étudie le phénomène urbain ou quand on étudie la société rurale, il ne faut pas avoir une vision dichotomique et s'imaginer que ce sont deux mondes tout à fait séparés. Les interactions sont nombreuses entre les deux. Je vous ai dit ici que sur le plan économique, la production de la ville se fait en grande partie dans la campagne, en tout cas la production qui va servir au commerce régional, voire national et international. Alors maintenant, on va dans un deuxième temps, ce sera mon grand B, on va essayer de comprendre la dynamique d'une ville sur le plan social. Donc ce sont les structures sociales en ville. Alors, on va commencer par petit 1, le monde des privilégiés. Au sens de l'époque et au sens où nous l'entendons aussi, c'est-à-dire les groupes supérieurs. Alors, ce monde des privilégiés se trouve justement en ville. Il ne se trouve pas à la campagne. Dans la campagne, vous avez des seigneurs, vous avez bien d'accord, hein, qui longtemps ont vécu dans un château, une demeure, une bâtisse assez importante à la campagne, mais qui de plus en plus on se rapproche de la fin du XVIIIe siècle, de plus en plus ils ont une maison en ville, un hôtel particulier. 25% des habitants de la ville appartiennent à ce monde des privilégiés. Et qui trouve-t-on dans ce monde de privilégiés? On trouve tout d'abord la noblesse. Parce que la ville attire évidemment. C'est là que se trouve le pouvoir, c'est là où vous avez la possibilité d'avoir le plus grand choix de produits,
Et c'est également un lieu où vous pouvez vous distraire. À la campagne, il y a la chasse. Et c'est vrai que la chasse est une distraction importante des nobles. Mais enfin, en ville, vous pouvez aller au théâtre, vous pouvez participer à des réunions dans ce qu'on appelle les salons à l'époque, c'est-à-dire des réunions littéraires. Il y en a quelques-uns qui sont bien connus à l'époque de Louis XIV ou au XVIIIe siècle. Alors, vous pouvez vous dire qu'à Paris, au XVIIIe siècle, entre les revenus de la noblesse, enfin 75% de la noblesse, et les revenus d'un manouvrier, c'est-à-dire un homme de peine, manouvrier, ça veut dire quelqu'un qui œuvre avec ses mains, littéralement, eh bien, le rapport, le ratio, si vous voulez, est de 200 à 1. La livre, qui est l'unité monétaire à ce moment-là, eh bien, par an, les revenus moyens pour un manouvrier sont de 200 à 250 livres. Alors que les revenus moyens de 75% de la noblesse sont de 50 000 livres. Donc vous imaginez. Donc il y a une proportion de 1 à 200. Alors ça nous interpelle aussi parce qu'on parle beaucoup depuis quelques années, disons une vingtaine d'années maintenant, de l'existence à notre époque, chez nous même, une société de plus en plus inégalitaire. Et c'est ce qui choque la population, évidemment, des ouvriers, des employés, lorsque leur société est mise en faillite, ou lorsque leur société connaît, comment dirais-je, des déficits, de voir leur patron, leur président, leur directeur général, avoir des parachutes dorés qui sont évidemment, qui ne correspondent à rien par rapport à leurs revenus à eux. Dit c'est scandaleux. Toi, est-ce que tu n'habites pas justement à Braine-l'Alleud? Tu as entendu ce qui est en train de... Non, tu n'es pas à Braine-l'Alleud. Non, ouais, parce que je te vois toujours descendre en train à Braine-l'Alleud. Mais, quand je prenais le train en tout cas, vous avez vu ce qui est en train de se passer pour l'instant avec la firme pharmaceutique. Pour l'instant, du jour au lendemain, on dit voilà, la société est en faillite. Et alors qu'il est bien connu que l'industrie pharmaceutique fonctionne plutôt bien, parce que les gens consomment toujours plus de médicaments. Tout ça pour des raisons évidemment de revenus des actionnaires. Quand les actionnaires ont le sentiment qu'ils pourraient gagner mieux ailleurs, même s'ils gagnent beaucoup à cet endroit-là, ils préfèrent déplacer leur argent. Ça va? Et donc c'est incompréhensible pour des gens qui travaillent depuis 30 ans dans la même firme. C'est ce qui explique que toute cette nuit, ils ont coincé les membres du comité de direction dans un local. L'huissier est venu ce matin constater qu'on n'avait pas fait de mal au patron. Voilà. Donc, on est dans une société de privilégiés, donc une société très inégalitaire à cette époque-là, très inégalitaire. Bon, ensuite, vous avez le premier ordre, c'est le clergé. Le premier ordre, c'est le clergé. Alors, dans les villes, vous avez en gros 2 fois plus de membres du clergé que dans les campagnes. Dans les campagnes, il y a pratiquement 1,5% d'habitants qui sont membres du clergé, donc des curés, autrement dit. Dans les villes, il y a entre 2 et 3% du personnel ecclésiastique. Pourquoi? Parce que dans les villes, vous avez des tas d'ordres religieux qui ont leur couvent. Je ne parle pas des abbayes, je parle de couvents. Pensez aux franciscains, pensez aux dominicains, par exemple, il y en a beaucoup d'autres, qui sont des ordres urbains. Nous l'avons vu l'an dernier lorsque nous avons étudié des villes au Moyen-Âge.
XVIIe siècle. Voilà. Sans parler du haut clergé qui réside dans les villes, bien entendu. Alors, quand je dis le haut clergé, il n'y a pas seulement que l'évêque ou l'archevêque, évidemment, les chapitres de chanoines. Ici, on est à Nivelles, il y avait un chapitre de chanoinesse. Voilà, ça ne se trouve pas dans les campagnes, ce genre de personnel. Bon. Enfin, il y a ce que l'on pourrait appeler la bourgeoisie au sens strict. Le mot bourgeois signifie étymologiquement ceux qui habitent dans les bourgs, dans les villes, mais ici, je l'entends aussi dans le sens de ceux qui tiennent le haut du pavé dans les villes, c'est-à-dire les maîtres de métier, des gros fabricants, qui sont souvent des marchands, comme je l'expliquais tout à l'heure, en parlant des interactions entre les villes et les campagnes. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au petit 2, et je vais me rendre de l'autre côté de l'estrade. Ça va pour la prise de notes? Oui. Je vais passer maintenant au monde des corps de métier. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que le mot corporation n'est pas utilisé à cette époque-là. C'est plus tard qu'il va être utilisé, au XIXe siècle. Donc, corps de métier signifie donc les communautés de gens qui travaillent dans le même secteur professionnel, et ces corps ne sont composés que des maîtres. Alors, quelle est la fonction des corps de métier? Eh bien, c'est tout d'abord réglementer l'accès à la profession. Dans chaque métier, dans chaque corporation, il y a 3 niveaux. Vous débutez en tant qu'apprenti. Dans ce cadre-là, vous êtes engagé par un maître. Les apprentis travaillent dans de très mauvaises conditions, bien entendu, en particulier sur le plan financier. Les maîtres pressent le citron, mais l'apprentissage a une fonction, comme son nom l'indique, d'instruction. L'apprenti apprend son métier dans un atelier. Dans le domaine de la métallurgie, dans le domaine des armes, il y a des métiers, par exemple, la corporation des barbiers, enfin de tout ce que vous voulez. Dans le domaine du tissage, la laine. Une fois que l'apprenti va parfaire son chef-d'œuvre, parce qu'à la fin de l'apprentissage, qui dure plusieurs années, l'apprenti aspirant compagnon, qui est le deuxième niveau, le deuxième grade, doit présenter un travail devant sa corporation pour être admis compagnon. Ce système, on le connaît encore à l'heure actuelle, quand vous sortez de 7e professionnel, ou de 6e année de technique de qualification dans l'enseignement secondaire, vous devez présenter un travail qui est jugé par plusieurs personnes, entre autres votre professeur ou 2 professeurs de l'école, et puis 1 ou 2 membres qui exercent ce métier dans la vie quotidienne et qui vous jugent apte à avoir votre diplôme de 6e technique qualification, de 7e professionnel. Ça va? Donc ce système existe toujours à l'heure actuelle. Outre cet aspect-là, cet aspect d'instruction, qui permet de valider les diplômes, au fond, on pourrait dire,
valide les diplômes, la corporation, plutôt le corps de métier, est là pour vérifier si toutes les normes de fabrication ont bien été respectées. À notre époque, cette charge est prise en main, je dirais, par l'Europe. Vous le savez maintenant, pour beaucoup de produits, il y a une estampille CE, qui veut dire Union européenne, Communauté européenne, et qui permet de dire, ben voilà, ce produit-là a été fait dans les conditions qui respectent les normes définies par les institutions européennes, qui fait que ce produit est bon à la consommation, propre à la consommation. Il n'est pas dangereux. Vous avez déjà vu ça pour des jouets d'enfants, par exemple. Ben, il est indiqué, interdit en dessous de 3 ans ou en dessous de 4 ans, etc. Parce que si c'est avalé, ben, l'enfant étouffe, etc., etc., etc. Mais c'est valable également pour les pneus de voiture et pour les produits que vous achetez dans les grandes surfaces. Il y a des normes. Voilà. Donc, ça, c'est donc premier aspect, donc l'instruction. Deuxième aspect, vérifier les normes de fabrication. Il y a ensuite, et c'est en cela que le mot corporatif est utilisé à l'heure actuelle, une corporation, c'est un milieu fermé qui cherche à protéger ses membres contre d'autres professions. Exemple, les libraires imprimeurs, ou plutôt les imprimeurs libraires, doivent se protéger contre les graveurs d'estampes. Ce sont deux corporations différentes. Pour éviter que les graveurs d'estampes ne marchent sur les plates-bandes des imprimeurs libraires, eh bien, il y a une réglementation qui interdit aux graveurs d'estampes d'imprimer des livres. Et c'est en ça qu'on peut parler d'esprit corporatif. On défend sa profession au sens strict. Donc, j'indique ici défense de la profession. Alors, ce système des corporations a très bien fonctionné jusqu'au XVIIe siècle. À ce moment-là, le contrôleur général des finances de Louis XIV, pendant une vingtaine d'années, qui s'appelle Jean-Baptiste Colbert, l'a même utilisé, parce que ça rentrait dans le cadre de sa politique mercantiliste. Il s'agissait, avant tout, d'avoir des relais pour appliquer la politique protectionniste du pouvoir. Je vous rappelle en deux mots ce que c'est que le mercantilisme. C'est une politique économique qui vise à faire entrer le maximum de numéraires dans le royaume, des espèces sonnantes et trébuchantes, en limitant par des taxes très importantes, des taxes douanières, les importations de produits finis venant de l'étranger, tout en favorisant l'importation de produits de matières premières. Ça, c'est différent, je parle de produits finis. Et c'est favoriser l'exportation de produits finis, en particulier à l'époque de Colbert, on a créé de grandes manufactures. Les manufactures, c'est les ancêtres des usines, sauf qu'il n'y a pas encore de métier, je dirais, mécanique tels qu'ils vont fonctionner à partir de la révolution industrielle, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Mais vous avez des grandes manufactures, certaines nationales, comme la manufacture des Gobelins, qui produisent des tapisseries. Donc, c'est une politique protectionniste. Et donc, la politique de l'État était en phase avec le système des corporations. Toutefois, au XVIIIe siècle,
vent nouveau souffle parce que les rapports de production changent au sein de la société. On va vers une société industrielle et l'année même où Adam Smith, qui est ce grand économiste anglais, qui publie un ouvrage très célèbre, donc en 1776, il s'intitule « De la nature et des causes de la richesse des nations », eh bien, cette même année, le contrôleur général des finances de Louis XVI, qui règne depuis 2 ans, depuis 1774, eh bien, décide d'abolir les corporations. Parce que c'est un libéral. C'est un libéral. Et vous savez que les thèmes centraux du libéralisme, c'est la libre entreprise, c'est le libre-échange et la libre concurrence. Et le système des corps de métier freine évidemment et empêche même cette libre concurrence, je viens d'expliquer ici, et empêche également le libre-échange. Donc, à ce moment-là, on rompt tout à fait avec le système de Colbert, le mercantilisme, et on est dans le cadre d'une nouvelle doctrine économique, qui est celle du libéralisme, qui a toujours pignon sur rue, et je ne dis pas toujours, c'est elle qui domine très clairement notre société aujourd'hui. Donc ici, j'indique lien État corps de métier, évolution du XVIIe au XVIIIe siècle. Ce système corporatif est un système profondément inégalitaire. Vous voyez que dans cette société d'Ancien Régime, il n'y a pas seulement cette inégalité dans le traitement juridique entre les sujets du roi, membres de la noblesse, membres du clergé et membres de ce qu'on appelle le tiers-état, mais qu'à l'intérieur même de chacun de ces ordres, il y a des inégalités considérables. Et vous voyez que si on approche l'Ancien Régime uniquement par le biais du droit et par le biais de ces ordres, justement, on passe à côté de l'essentiel. Ce qui compte finalement, ce sont les revenus et c'est le niveau de vie. On est bien d'accord. Alors je vous dis que c'est une société profondément inégalitaire parce que tout le monde n'a pas accès de la même manière à l'apprentissage. Vous avez vu ici que c'est une société très fermée. Chacun est jaloux de son petit jardin. Et bien, de la même manière, tout le monde n'est pas égal pour entrer dans un métier. Si vous êtes le fils de, et on parle beaucoup de fils de en politique en Belgique, eh bien, si vous êtes le fils d'un maître, vous entrerez assez facilement dans le métier. Tandis que si vous êtes monsieur tout le monde, et le terme monsieur, on l'accordera beaucoup plus tard, à la Révolution française, ça veut dire que tout le monde sera seigneur à un moment donné, puisque monsieur, ça veut dire monseigneur. À cette époque-là, pas de monsieur, oui, il y en a, mais ce sont les grands qui sont des messieurs. Eh bien, si vous êtes un gamin des rues et que vous voulez être apprenti, vous devez payer une somme très importante. Donc vous voyez tout de suite l'inégalité. Et on sera évidemment beaucoup plus coulant, si je puis dire, lorsque l'on va juger de votre travail, votre chef-d'œuvre, suivant que vous êtes le fils du maître, d'un maître, ou si vous êtes un anonyme. Donc c'est une société profondément injuste.
plan social. Donc vous notez ici que il y a une inégalité de traitement pour entrer dans la profession. Après avoir vu les corps de métier, nous passons maintenant au domaine des salariés. Vous avez bien vu que dans le plan, je commence avec les élites, et puis je vais terminer évidemment avec les plus pauvres. 3, vous mettez ici, je réfléchis, donc il y a ça, corps de métier, ben, on va mettre les autres, en particulier les salariés. Alors les salariés, qui trouve-t-on parmi les salariés? 3 catégories. Il y a tout d'abord les compagnons. Vous vous souvenez que les compagnons appartiennent au 2e grade dans la hiérarchie des métiers. Il y a les apprentis, en dessous, les compagnons, et au-dessus, les maîtres. Les compagnons, ce sont des ouvriers très compétents, en tout cas, puisqu'ils ont réalisé leur chef-d'œuvre, c'est le mot qu'on utilisait à l'époque, qui leur permettait donc d'exercer pleinement leur métier. Mais les compagnons reçoivent un salaire, mais ils ne sont pas propriétaires des moyens de production. C'est-à-dire que l'atelier dans lequel ils travaillent appartient au maître. Et les outils et les machines, quand on dit les machines, ce n'est pas des machines de l'époque industrielle, mais en tout cas les instruments dont ils se servent ne leur appartiennent pas. Alors, certains sont bien payés quand il s'agit d'une main-d'œuvre très spécialisée, et vous savez que la règle élémentaire d'économie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, s'il y a une production qui marche bien au niveau de la vente à un moment donné, et que l'on ne trouve pas suffisamment de compagnons travaillant dans ce domaine-là, évidemment, on va augmenter les salaires. Mais il suffit qu'il y ait à un moment donné une crise de la conjoncture et les choses se retournent. Hein. Ça va? Il faut savoir, toutefois, que lorsque vous avez un contrat de salarié, justement, comme compagnon, on indique précisément ce que vous allez toucher comme salaire, et on indique également le nombre d'heures de prestation par jour. Et vous vous souvenez peut-être, et ça je l'ai expliqué l'an passé, que à l'origine, c'est l'heure fixée par l'horloge mécanique du beffroi qui permet de se mettre d'accord sur la durée d'une heure. Parce que ce n'est pas évident, hein, pour nous, on est habitué à avoir des montres qui fonctionnent. Mais à cette époque-là, vous pouvez imaginer, évidemment, puisque le beffroi, c'est donc la tour de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, il est entre les mains des notables. Ils peuvent évidemment, hein, ils pourraient modifier l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça est une question de rapport de force. La fixation de l'heure, du temps, s'inscrit également dans, entre guillemets, la lutte des classes. Je dis entre guillemets, mais c'est tout à fait dans la lutte des classes. Entendons-nous bien. Alors, les compagnons, eux, sont des salariés. Mais pour accéder à la maîtrise, il faut avoir de l'argent. Donc, si vous n'êtes pas de la 2e, 3e ou 4e génération de compagnons, si dans votre famille on n'est pas parvenu à disposer, ou plutôt
plutôt fait fructifier un pécule, une épargne, ben ça vous sera très très difficile d'accéder à la maîtrise, d'autant plus que pour accéder à la maîtrise, il faut l'accord des maîtres qui sont déjà en exercice. Or, ils ne voient pas toujours d'un bon œil, on peut le comprendre, ceux qui pourraient leur faire concurrence. Donc vous voyez, c'est un monde très égoïste finalement que celui du corporatisme, des corporations, des corps de métier. Tout à l'heure, ici, je vous avais dit défense de la profession. Ce n'est pas seulement par rapport aux autres professions, c'est par rapport également aux travailleurs indépendants qui ne rentrent pas dans le cadre des métiers. Et ça, on craint particulièrement. Ceux qui travaillent comme indépendants sans être membres des métiers, on les appelle des chambres-lents. Ça va? Écrit ici. Et ils étaient très mal vus. Et donc, on essaie d'interdire les chambres-lents, c'est-à-dire ces travailleurs indépendants. Alors, outre les compagnons, vous avez les hommes de peine. Les hommes de peine, je les ai aussi appelés des manouvriers tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas compagnons, qui, au fond, travaillent. Alors là, je ne dis pas comme indépendants, c'est pas la même chose. Là, ce sont des gens qui vendent leur force de travail suivant les circonstances à l'un ou à l'autre. Quand la conjoncture est bonne, ils survivent, ils subsistent, mais il suffit qu'à un moment donné, il y a un retour de manivelle, les choses vont mal, ça conduit, vous savez, il y a eu des périodes comme ça, 1661, au moment d'avènement de Louis XIV, 1694, 1695, 1709, des périodes où la production céréalière a fortement baissé, parce qu'il y avait eu des étés pourris, des hivers pourris, des hivers extrêmement froids, et ça avait conduit à des famines. Donc à un moment donné, ça serait la campagne, mais ça se répercute évidemment dans les villes, hein, parce que s'il n'y a plus de quoi manger à la campagne, l'offre diminue dans les villes, et si l'offre diminue dans les villes, ça veut dire que les céréales, qui constituent la base de l'alimentation pendant tout l'Ancien Régime, cette offre baisse, et donc les prix augmentent par rapport à un salaire qui, lui, ne bouge pas, ou qui éventuellement diminue. Donc ce sont des périodes où ces hommes de peine peuvent très facilement tomber dans la misère. Et puis j'en arrive maintenant à la troisième catégorie de salariés, et puis je parlerai de deux autres catégories tout à l'heure, mais qui ne font pas vraiment partie des salariés, ce sont les domestiques. Alors, on n'est plus habitué aujourd'hui avec les domestiques. Mais je voudrais vous dire que les domestiques étaient très nombreux encore jusqu'au XIXe siècle, vous savez, dans la société bourgeoise. Les domestiques peuvent représenter entre 15 et 20% de la population d'une ville. Vous imaginez, entre 15 et 20% de la population d'une ville. Alors, dans l'aristocratie, on engage plutôt des hommes, et dans la bourgeoisie, c'est surtout dans la bourgeoisie qu'on engage des femmes venues de la campagne, qui veulent se faire un petit pécule avant de se marier. Mais il y en a qui restent domestiques toute leur vie. On peut dire qu'en général, les conditions de vie des domestiques sont en gros meilleures que celles des ouvriers. Parce que vous êtes dans une maison quand même, où il peut y avoir pas du chauffage, il y a des espaces plus grands, même si vous êtes évidemment, vous imaginez quand vous êtes domestique, vous vivez dans une soupente, dans les combles de la maison, ce qu'on appelle une chambre de bonne, c'est évidemment la plus petite chambre de la maison, certainement pas celle où il fait le plus chaud et tout, mais vous avez aussi de quoi manger.
Alors, un domestique, lui, il ne perçoit pas un salaire au sens strict, il perçoit des gages. J'imagine que vous connaissez la différence entre un traitement que perçoit un fonctionnaire, un salaire que perçoit un employé ou un ouvrier, puisqu'il est payé, en tout cas pas les employés, mais les ouvriers maintenant, on essaye d'adapter leur contrat de travail à celui des employés. Mais normalement, enfin, jusqu'à maintenant en tout cas, un ouvrier est perçu, est payé à la journée. C'est le nombre de journées qui détermine de travail qui détermine son salaire. Hein? Donc on parle de salaire dans ce cas-là pour les employés, pour les ouvriers. On parle de gages pour les domestiques. Donc je crois avoir fait le tour. Et alors, pour les indépendants, les professions libérales, on parle d'honoraires. Sur le salaire, on ne peut pas compter. Vous allez chez le médecin, vous ne donnez pas un salaire, vous donnez des honoraires. Chez un avocat, par exemple, un médecin. Alors, après avoir vu ces trois catégories de salariés, on va passer maintenant, pour terminer, aux deux dernières catégories. Alors là, ça va être 4 plutôt. Je mets les inclassables. Oui, les inclassables, c'est peut-être un mot. Non, je vais faire deux catégories. D'abord, les nécessiteux. Alors, les nécessiteux, ils peuvent être variables. Leur nom peut être variable suivant les époques. Pourquoi? Parce que c'est lié à la conjoncture. Je vous ai parlé tout à l'heure des hommes de peine. À un moment donné, la conjoncture est mauvaise, mais il était évident que ce que nous appellerions le chômage, mais ça n'a pas de sens, parce qu'un chômeur, c'est quelqu'un qui touche des allocations. À cette époque-là, il n'y a pas de chômage. Donc ce sont des sans-emploi et des sans-revenus. Hein? Il n'y a pas d'équivalence entre sans-emploi et sans-revenus dans notre pays. Hein? On peut être sans emploi et avoir des revenus. Donc ce sont des gens qui n'ont pas de revenus. Ils vivent dans la misère. La misère à cette époque-là est beaucoup plus importante que maintenant, même si dans certaines régions on retrouve des taux de pauvreté importants. Mais on trouve des taux de pauvreté, mais des taux... La misère, elle existe en Belgique aussi à l'heure actuelle, il ne faut pas rêver, en France elle existe. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont des pauvres, ce qui n'est pas tout à fait un jeu. Dans la misère, vous n'avez plus rien du tout. La pauvreté, ça veut dire que vous êtes en dessous du niveau défini par l'Organisation des Nations Unies, qui vous permet d'assumer tous vos besoins alimentaires, mais vous n'en mourrez pas. Tandis que quelqu'un qui est dans la misère, là, ça veut dire qu'il est en dehors de tous les circuits sociaux imaginables. Il n'a même pas droit au CPS, par exemple, un misérable. Voilà. Or, ces miséreux sont nombreux. Quand vous pensez que à Lille, au XVIIIe siècle, à un moment donné, il y a 60 000 miséreux. Imaginez ce que c'est. Or, Lille n'est pas une grande ville. Alors, enfin, dernière catégorie, et là c'est pour remettre un petit peu en cause les préjugés que vous pouvez avoir lorsque vous abordez la société française d'Ancien Régime, c'est qu'en ville, il y a aussi des agriculteurs. Ouais, ça paraît bizarre, hein? Les agriculteurs éleveurs. Si vous allez au musée de la ville de Bruxelles, ce qu'on appelle la Maison du Roi, qui se trouve juste en face de l'hôtel de ville, vous allez, je pense, au premier étage, et vous allez voir une maquette de Bruxelles, hein, au XVIe, au XVIIe siècle. Eh bien, vous allez voir qu'à l'intérieur des murailles de Bruxelles de cette époque-là, c'est-à-dire le Pentagone, il y avait encore des murailles à cette époque-là, elles ont été rasées au XIXe siècle, eh bien, il y a des espaces verts, mais ces espaces verts, ce ne sont pas des parcs, ce ne sont pas des jardins publics, ce sont des espaces où l'on cultivait encore des grands potagers.
où l'on cultivait véritablement. Donc la ville est un endroit de production agricole aussi, même si ça devient de plus en plus marginal, on est bien d'accord. Et à proximité de la ville, donc, dès que vous quittez les remparts, que vous quittez l'enceinte, donc le périmètre urbain, eh bien vous avez des cultures à proximité alors que vous êtes dans la banlieue. C'est de là que viennent les maraîchers, les cultures maraîchères qui sont vendues en ville. Donc ce sont des gens qui n'ont pas fait 10 ou 20 km, qui sont dans la ville parfois ou à proximité immédiate de la ville. Moi j'habite dans une commune qui est à proximité immédiate du centre-ville, c'est Saint-Gilles, Saint-Gilles, Bruxelles d'ailleurs, c'est le terme complet, qui était une commune flamande jusqu'au XVIIIe siècle, bien entendu. Bruxelles, jusqu'en 1740, est encore très majoritairement flamande. Eh bien, c'était une commune où on cultivait du chou. Et d'ailleurs, il y a toujours une fête dans ma commune, au moment où sort les géants, je crois que c'est au mois de septembre, qui s'appelle la fête des coupeurs de choux, des knappers. Ça va ? À Paris, c'était la même chose. Dans les grandes villes françaises aussi, même les petites villes. Voilà. Alors, conclusion de cette leçon. Conclusion de cette leçon. Vous êtes rendu compte que la société d'Ancien Régime, et en particulier le monde urbain, est une société très bigarrée. Il ne faut pas avoir une vision uniforme de cette société. Il y a des catégories différentes qui entretiennent entre elles des liens de domination et de dépendance. Parmi les dominants, vous avez ceux qui détiennent le pouvoir administratif, le pouvoir financier, celui de lever les impôts, pouvoir judiciaire également. Vous avez vu que c'est une société qui est assez sclérosée que celle du corps des métiers, et c'est cette société-là que les révolutionnaires voudront supprimer au moment de la Révolution française. Je vous ai dit que Colbert a profité de cette société de métiers dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, pendant une vingtaine d'années, que Turgot, le contrôleur général des finances de Louis XVI en 1776, a voulu supprimer ce système corporatif, mais que très rapidement, l'année même de sa promulgation, de cet édit supprimant les corporations, eh bien, cet édit n'a pas pu être appliqué, parce qu'il s'est trouvé face à une levée de bouclier de tous ces corps de métier. Donc, il n'a pas pu promouvoir le libre-échange, qu'il développait d'ailleurs dans un ouvrage qu'il avait publié un peu plus tôt. Mais le projet de ce ministre réformateur de Louis XVI va être fixé juridiquement par les révolutionnaires, et c'est ainsi que les corporations vont disparaître, entendez-vous bien, une quinzaine d'années après la mort de Turgot, après non pas après la mort de Turgot, parce qu'il meurt en 1780, mais après la promulgation de ces réformes, de son édit. C'est quand même curieux de penser que la Révolution française a mené à son bout des réformes qui avaient déjà été envisagées par les rois sous l'Ancien Régime. Et c'est, je dirais, même la conclusion que je voudrais faire ici, c'est que cette société urbaine d'Ancien Régime, par un certain nombre d'aspects, nous paraît très différente
des sociétés urbaines actuelles, mais qu'il y a une continuité évidente entre l'ancien régime, entre le XVIIe et XVIIIe siècle et les époques qui suivent. C'est que finalement, Tocqueville avait déjà remarqué dans son livre au milieu du XIXe siècle, qui s'appelait L'Ancien Régime et la Révolution, c'est qu'il y a une continuité véritablement. Il avait mis en évidence la centralisation qui se met en place depuis le XVIe siècle, qui s'affirme au XVIIe siècle et qui est confirmée par les Jacobins en l'an 2, en 1793-1794, et qui ne fera que se confirmer et s'amplifier au XIXe et même au XXe siècle, parce que finalement, la politique de Sarkozy n'est pas une politique ultra-libérale, comme on veut souvent dire, c'est une politique qui mêle, d'une part, le libéralisme, certainement, mais aussi le colbertisme, dans la mesure où c'est une politique dirigée par un État centralisé. Vous savez qu'en France, on ne parle que d'élection présidentielle dès le lendemain de celle qui a eu lieu. Donc on ne vit que sur ce tempo en France, parce que tout se décide, en tout cas une grande partie des décisions se prennent à l'Élysée. Eh bien, dans le domaine ici du libéralisme, vous voyez aussi qu'à côté de cet aspect centralisateur de la société française, eh bien, le libéralisme trouve sa source à la fin de l'Ancien Régime. Et la Révolution française ne va faire que, comment dirais-je, fixer des réformes préalables. Alors il me reste à vous montrer quelques livres maintenant. Alors, pour aborder le sujet d'aujourd'hui, je commence toujours par les ouvrages les plus généraux, et puis je vais vers les ouvrages plus particuliers. Un petit manuel, destiné à l'enseignement supérieur, de Vincent Milliot, Pouvoir et société dans la France d'Ancien Régime, chez Nathan, dans la collection 128. Vous avez, entre autres, un chapitre très pédagogique sur la société urbaine, 16e, 18e siècle. Sur la société française sous l'Ancien Régime, vous avez l'ouvrage de Jean-Marie Constant, chez Offris, là aussi très pédagogique, destiné à l'enseignement supérieur. Jean-Marie Constant, qui est un spécialiste de la noblesse au XVIe, XVIIe siècle, et qui était professeur à l'université du Maine. De Pierre Houbert, alors là c'est le grand spécialiste de l'Ancien Régime, je vous conseille le tome 1, l'Ancien Régime 1, La Société, paru chez Armand Collin, dans la collection U. C'est une collection qu'il dirigeait. Excellent ouvrage, c'est même sans doute le meilleur ouvrage que je connaisse sur le sujet. Excellent ouvrage, il y a un chapitre sur la société urbaine, chapitre sur lequel je me suis basé pour faire ce cours. Alors, il a publié avec Daniel Roche, qui lui a succédé à la Sorbonne et qui est devenu par la suite professeur au Collège de France. C'est le tome 2 en fait de ce livre, Les Français et l'Ancien Régime, tome 2, Culture et Société. En fait, c'est la suite. Toujours chez Armand Collin. C'est la suite du livre précédent qui s'intéresse davantage ici à la société, mais aussi aux mentalités au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Dans la collection U, là c'est pour aborder le premier point, aspect quantitatif, de Guillaume et Poussou, Démographie historique chez Armand Collin. Ça va de l'Antiquité jusqu'à nos jours, mais il y a un gros chapitre sur la démographie historique et sur le traitement des registres paroissiaux au XVIIe et XVIIIe siècle. De Fernand Braudel, le grand historien décédé en 1985, à 83 ans, j'ai apporté le tome 1 de l'identité de la France, espace et société. Il y a tout un chapitre sur l'histoire urbaine, mais qui n'est pas limité à l'histoire moderne. Ça concerne également l'histoire médiévale et l'histoire contemporaine. Autrement dit, Fernand Braudel s'inscrit volontairement dans la longue durée. Sous la direction du même Braudel et d'Ernest Labrousse, encore un grand historien de l'économie de l'Ancien Régime et surtout du XVIIIe siècle, il a publié
publié un maître ouvrage en 1933. Histoire économique et sociale de la France, 1450-1660, aux presses universitaires de France. Vous avez un petit dessin représentant ici Braudel, mais Labrousse. Je les ai connus tous les deux personnellement. Je les ai rencontrés personnellement dans des colloques. Labrousse n'avait pas tout à fait cette tête-là. Il est mort après 90 ans. Voilà, alors le chapitre concernant les villes est dû à Pierre Gascon. La suite de cet ouvrage-ci, mais dans une autre collection, ça c'est une édition moins chère que celle que je vous montre ici, pour la période 1760-1789, Histoire économique et sociale de la France, toujours aux presses universitaires de France et toujours sous la direction de Braudel et Labrousse. Alors ici, le chapitre sur les villes est dû à Pierre Léon, qui était professeur à l'université de Lyon. Il y a des chapitres très intéressants aussi, rédigés par Ernest Labrousse, entre autres sur la conjoncture au XVIIIe siècle. Histoire urbaine, maintenant. Alors, je vous ai déjà montré dans un autre cours, je crois, l'an dernier, Histoire de la France rurale, qui comprend 4 volumes. Ici, oui, 4 volumes. Ici, il y a 5 volumes consacrés à l'histoire de la France urbaine, et je vous ai apporté, bien entendu, le livre concernant la France urbaine au temps moderne. Ça part du XVIe siècle et ça va jusqu'au XIXe siècle. Autrement dit, jusqu'à la ville balsacienne. Autrement dit, jusqu'en 1850. Quand je dis la ville balsacienne, c'est celle qui est décrite, entre autres, dans sa grande série, La Comédie humaine. Alors, cet ouvrage est dirigé par Emmanuel Leroy-Ladurie. Et vous avez, c'est la place des Vosges, ici à Paris, qui est une place construite à l'époque d'Henri IV. Les communes françaises, un ouvrage qui date de 1945, je crois, du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui est un classique, Les communes françaises de Charles Petit-Dutailly, dans la collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel. Alors le dernier chapitre, qui est le plus court, est consacré au déclin des communes du XVIe au XVIIIe siècle. Une histoire d'une grande ville, évidemment, c'est celle de Paris. Paris, 2000 ans d'histoire de Jean Favier, chez Fayard. Alors, il y a tous les aspects. La première partie est chronologique et la deuxième partie est thématique. Alors, Jean Favier était professeur à la Sorbonne, mais aussi directeur général des Archives nationales à Paris. Il existe également une autre histoire de Paris, mais plus large, puisqu'elle concerne également son hinterland, c'est-à-dire le monde rural, Histoire de l'Île-de-France et de Paris, chez Privat Éditeur, et ce n'est pas seulement l'hinterland, c'est-à-dire qu'il y a aussi, enfin, les campagnes aussi, d'autres villes qui sont traitées dans ce livre. Alors c'est Jean Jacquard qui a, sauf erreur de ma part, rédigé avec Michel François les chapitres sur Paris au temps moderne. De Daniel Roche, que je vous ai déjà cité tout à l'heure, Le peuple de Paris, chez Fayard, en fait, ça concerne l'histoire de la culture et de la société parisienne au XVIIIe siècle. Un ouvrage vraiment très innovant. Alors, un recueil de documents très utile lorsqu'on enseigne en secondaire, et toute la collection en vaut la peine, c'est Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle, présenté par Arlette Farge, qui est une historienne juriste, donc chez Julliard Gallimard. Beaucoup d'ouvrages de cette collection qui sont passionnants parce que vous avez des documents de l'époque. Alors là, ça dépasse un petit peu à peine notre période. C'est le résumé de la thèse de doctorat d'Albert Soboul, Les sans-culottes en l'an 2, donc la période 1793-1794. Alors dans ce livre, en fait, vous voyez toute cette dynamique sociale entre les petits artisans et cette petite bourgeoisie qui presse Robespierre justement à être plus radical dans ses réformes populaires. Donc on voit les tensions entre le petit peuple, je dirais, et la petite bourgeoisie. Parce qu'au moment de la Révolution française,
tout le monde n'était pas d'accord, comme vous l'imaginez, et qu'il y a toute une dynamique au sein de ce qu'on appellerait les classes moyennes à cette époque-là. Alors, de Maurice Gardan, Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle dans la collection Champs Flammarion. De Pierre Houbert, déjà cité, 100 000 provinciaux au XVIIe siècle, c'est en fait une synthèse, sans l'appareil critique, de sa thèse doctorale qui concernait Beauvais et le Beauvaisis, donc c'est une région qui n'est pas très loin de Paris, et il étudie non seulement la ville, mais également les campagnes du Beauvaisis. Donc il montre les interactions entre les deux. C'est une thèse tout à fait novatrice, qui concerne à la fois l'histoire démographique, l'histoire économique et l'histoire sociale. Alors, je vous ai dit qu'une ville, c'est comme un corps qui peut tomber malade à certains moments. Il y a des tensions dans les villes. Un ouvrage très général, c'est celui de Jean Nicolas, La Rébellion française, 1661-1789, en folio Histoire. C'est un gros pavé qui fait plus de 1000 pages. Oui, c'est ça, plus de 1000 pages. Et vous avez plusieurs chapitres consacrés à l'histoire urbaine. Donc, 1661, c'est l'avènement de Louis XIV, et 1789, c'est évidemment la fin de la monarchie absolue. Alors, d'Yves-Marie Bercé, qui était professeur à la Sorbonne, directeur de l'École nationale des Chartes à Paris, fait des révoltes des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle, chez Hachette. Alors, je vous conseille cet ouvrage parce qu'il comprend en annexe une bonne dizaine, si pas une quinzaine, de documents que vous pouvez analyser avec vos élèves. Très intéressant d'étudier les révoltes populaires dans les villes, parce qu'il étudie les villes et les campagnes, mais il y en a plusieurs consacrés aux villes. Je vais vous en prendre quelques-uns, tirés de la table des matières. Vous voyez, documents. Les documents, ça fait une cinquantaine de pages. J'essaie de prendre ceux qui me semblent intéressants. Miracle de la pluie obtenu après la procession générale des villages sinistrés, Chalon-sur-Saône, 21 mai 1624. J'essaie de voir quelque chose qui concerne une ville quand même. Arrêt des grands jours. Les grands jours, ce sont des cours de justice. Les grands jours de Clermont interdisant les faits de baladoir, Clermont 1661. Un autre document sur les dernières manifestations des compagnies de folie. Arrêt du Parlement de Paris interdisant les fêtes populaires en usage dans le duché de La Rochefoucauld en 1780, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez chaque fois des documents qui font, deux pages et qui peuvent être pris pour vos leçons. Alors, d'Emmanuel Leroy-Ladurie, que j'ai déjà cité souvent dans mon cours, qui est maintenant, il a 80 ans, il est presque aveugle, donc c'est fini pour l'écriture. Il a écrit un best-seller qui date de 1979, je vérifie. C'est ça, 1979, le Carnaval de roman de la Chambre mercredi-décembre, 1579-1580, dans la Bibliothèque des Histoires chez Gallimard. En fait, c'est l'histoire d'une révolte sanglante, donc dans une ville qui se trouve en Dauphiné, donc dans le sud de la France, et où on voit justement cette lutte des classes à l'occasion d'une fête, donc qui précède le carnaval. Alors, un petit coup de projecteur sur une classe sociale qui, contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, ne vit pas à la campagne, mais bien en ville. C'est les fermiers généraux au XVIIIe siècle d'Yves Durand, paru chez Maisonneuve et La Rose. C'est un ouvrage qui se trouve à la bibliothèque ici. Donc les fermiers généraux au XVIIIe siècle. Les fermiers généraux, ce ne sont pas des paysans, ce sont ceux qui levaient les impôts. L'État, en effet, affermait l'impôt à des grands financiers qui avançaient l'argent au roi, à la monarchie, et eux, évidemment, ils se sucraient au passage. Ils avançaient l'argent, c'était à charge pour eux de percevoir l'impôt, et évidemment, la commission, c'était dans leur poche. Et du même auteur, Finance et mécénat, les fermiers généraux au XVIIIe siècle. Eh bien, là aussi, dans cet ouvrage, il est question de tout ce que ces grands financiers ont permis dans le domaine de la littérature, de l'art.
ces gens-là qui ont soutenu Marmontel, Rousseau, Beaumarchais, Fragonard, la musique de Rameau, etc. Donc voilà. J'ai dit,